Répartition 2.0. Écrit par Nîmes. Quelle déception ne fut pas la physique quantique pour bon nombre de scientifiques. Alors que les positivistes pensaient qu'on allait découvrir les secrets de l'univers, son fonctionnement mécanique, la théorie de la relativité générale porta un coup de canif à cette vision que la physique quantique achèvera. Le pauvre Bohr sombra même dans un pessimisme absolu. Nos connaissances dépendent de notre observation. Nous ne sommes pas extérieurs à l'univers, et toute tentative d'observation est vaine car nous sommes tout aussi acteurs qu'observateurs des phénomènes que nous observons. Niels Bohr confiera à son fils sur son lit de mort que la recherche de la théorie ultime de la physique pourrait ne jamais aboutir à une conclusion satisfaisante car, à mesure qu'ils cherchent à pénétrer plus avant dans la nature, les physiciens seraient confrontés à des questions d'une complexité croissante qui finirait par les submerger. Au contraire, John Archibald Wheeler adoptera un point de vue tout autre et résolument optimiste. Il restera convaincu qu'un jour nous parviendrons à comprendre le fin mot de l'existence. Pouvons-nous un jour espérer comprendre l'existence ? Nous avons des indices et du travail à faire, pour avancer sur cette question. Il est certain qu'un jour nous saisirons l'idée centrale de tout cela comme étant si simple, si belle, si convaincante que nous nous dirons tous, les uns aux autres, « Oh ! Comment cela aurait-il pu être autrement ? Comment avons-nous pu être aveugles pendant si longtemps ?» John Archibald Wheeler. Cette révolution épistémologique qu'entraîna la physique quantique fut pour lui une bénédiction nous permettant de repenser entièrement notre rapport à la réalité et au rôle que nous y jouons. Pour lui, tout est fait d'informations. L'existence de chaque chose observable dériverait de la construction d'informations résultant de réponses à des questions binaires. C'est pourquoi il appellera son hypothèse it from bit. Chaque it, ou chose, est créé par des bits, ou unités de l'information. Chaque particule, chaque champ de force, voire le continuum espace-temps lui-même, tire sa fonction, sa signification, son existence même, des réponses fournies par l'entité observante à des questions pouvant être répondues par oui ou non, à des choix binaires, à des bits. La physique donne naissance à l'observateur participant donne naissance à l'information, et l'information donne naissance à la physique. John Archibald Wheeler. Peut-être que Wheeler a tort. Il me semblerait d'ailleurs plus logique que le principe repose sur des qubits plutôt que de simples bits. Mais ce qui est intéressant de comprendre, c'est l'importance de l'information qui est, quoi qu'il arrive, avérée. Si la formulation de Wheeler est correcte et que tout bit vient de bit, alors ce qui est valable pour une particule ou un champ de force l'est aussi pour une société humaine. Peut-être que Wheeler a tort. Il me semblerait d'ailleurs plus logique que le principe repose sur des qubits plutôt que de simples bits. Mais ce qui est intéressant de comprendre, c'est l'importance de l'information qui est, quoi qu'il arrive, avérée. Si la formulation de Wheeler est correcte et que tout bit vient de bits, alors ce qui est valable pour une particule ou un champ de force l'est aussi pour une société humaine. La physique donne naissance à l'observateur participant. Si vous lisez mes articles régulièrement, cela doit vous rappeler quelque chose. J'ai évoqué par le passé comment on pouvait appréhender la vie d'un point de vue de la thermodynamique et selon les termes d'Ilya Prigogine, comme une structure dissipative. C'est-à-dire un système thermodynamique ouvert qui va s'auto-organiser afin de maximiser la dissipation d'énergie. On dit qu'il est autocatalytique car les éléments permettant sa catalyse font eux-mêmes partie de la réaction. C'est bien la physique qui, au départ, va faire émerger un observateur participant, compris ici comme une structure dissipative collectivement autocatalytique. On pourra qualifier sa capacité de dissipation d'énergie de puissance, et ce que Nietzsche nomme « volonté de puissance » pourrait être perçu de la même manière. Ludwig Boltzmann dira d'ailleurs que « la lutte pour la vie est une lutte pour dissiper l'énergie ». En d'autres termes, la volonté de puissance est le désir d'augmenter son potentiel de production d'entropie. Nous savons empiriquement depuis 2012 que l'entropie informationnelle est directement liée à l'entropie thermodynamique, Lutz, 2012. Un système disposant d'une entropie faible, donc ordonnée, est un système où l'information est organisée. Un système qui maintient cet ordre sur le long terme est une structure dissipative qui capture et traite de l'information. L'organisation, l'ordre d'un organisme ou d'une société, va donc être intimement lié à l'information. Plus un organisme sera complexe, plus il sera intelligent. L'intelligence devant être comprise ici comme ce qui va guider le comportement afin d'offrir plus de puissance à l'organisme. Au sein d'une société humaine, cette organisation va reposer sur deux éléments, la culture et le politique qui intégrera l'aspect militaire car, au final, comme le dit Carl Schmitt, la politique c'est désigner l'ennemi. Leur rôle est de créer un espace harmonisé normativement. S'ils doivent faire la part belle à la liberté,
laisser le marché aussi libre que possible et limiter les prélèvements au maximum, il m'apparaît qu'il sera légitime de favoriser des mœurs s'opposant à des pratiques diminuant notre puissance. Je ne suis pas un grand amateur d'interdiction et j'ai bon espoir que la production d'informations suffirait à orienter les gens vers de meilleurs comportements. Cependant, il semble par exemple logique à tout le monde que l'on condamne de conduire en état d'ivresse. Ainsi, si la liberté doit être la règle, je ne vois pas d'un mauvais œil de taxer les produits et services favorisant des comportements allant à l'encontre de l'augmentation de l'ordre pour l'individu et la société. Car, quel est leur but au final? En reprenant la formulation de Wheeler, la physique donne naissance à l'observateur participant, on peut alors imaginer que leur but devra être de favoriser un environnement physique permettant d'engendrer des observateurs participants de meilleure qualité, plus intelligents. Quel sera le rôle de ces observateurs participants? La production de connaissances via l'information. L'observateur participant donne naissance à l'information. Qu'est-ce que l'observation? Ce n'est ni plus ni moins que le processus de capture d'une différence de valeur d'une donnée avant et après une action. C'est la collecte de données. Ces données deviendront une information lorsqu'on sera capable d'en tirer un sens symbolique. Par ce biais, nous créerons de l'intelligence qui va permettre de guider l'action. Ceci n'est pas réservé aux humains. Toute structure dissipative fonctionne ainsi. Une structure dissipative va capturer des données, les traiter et en tirer une information qui va guider son comportement vers la maximisation de la production d'entropie. Au sein d'une société, la création de connaissances va revenir principalement à la science. Le monde qui nous entoure dépend alors effectivement de l'observateur participant et des connaissances que l'on crée. Le but de la production de connaissances est de guider notre comportement au sein de l'environnement, et il est vain de penser qu'on pourrait se dégager de ce but et simplement observer les phénomènes avec un œil extérieur. Il est alors effectivement vain de penser que, par la science, nous allons tout connaître. La connaissance pour la connaissance est vaine. Nous sommes au sein d'un processus de construction de l'information. Il ne faut pas désespérer de notre incapacité à comprendre certains problèmes qui nous occupent aujourd'hui, ce qui compte est la dynamique. Cependant, des gens, plutôt à gauche sur l'échiquier politique, ont complètement dévoyé ce fait en imaginant que nous pourrions créer un paradis sur Terre tant que nous nous assurerons de créer les informations validant cet idéal et en refusant de créer des informations l'invalidant. Cela repose sur un postulat faux. Il pourrait avoir raison si jamais la vie était dépourvue de téléologie et que nous pouvions faire ce que nous souhaitons. Problème, il semble que la vie soit une structure dissipative et que l'évolution sélectionne les organismes et les sociétés dissipant le mieux l'énergie. Alors, il n'y a que deux options pour juger d'une information, soit elle est vraie, soit elle est fausse. Si vous décidez de vous priver de la création d'informations réelles, au titre que cette dernière enfreint un code moral, et que vous favorisez la création d'informations fausses car elle est en adéquation avec ce même code, vous n'allez pas créer votre paradis sur Terre. Vous allez simplement nourrir le système, la société, avec de la désinformation et vous allez donc augmenter votre entropie au lieu de la réduire. Pourtant, le but demeure de créer de l'information, de la connaissance, la plus juste possible. Le rôle de la science est de permettre la construction d'informations qui va guider notre comportement. Il va également être crucial pour une société de transmettre ces informations. Les transmettre avant tout à leurs contemporains via les médias, puis d'une génération à l'autre via l'éducation. Une société saine voudra bien évidemment faire en sorte de transmettre les informations vraies et importantes et éviter la propagation des fausses informations. Cette transmission est importante car le sujet de la connaissance est la société elle-même que l'on forme collectivement via le cerveau global. On retrouvera la même nécessité de transfert d'informations au cours du temps au sein des entreprises, qui sont elles aussi des structures dissipatives. Lorsqu'un employé s'en va, on lui demandera de former son remplaçant ou, lorsque de nouvelles connaissances sont nécessaires, on enverra un employé en formation. Les connaissances dépendent alors de la science qui repose elle-même sur l'éducation et les médias. La production de cette connaissance dépend de nos capacités cognitives et de nos outils. C'est pourquoi elle sera souvent devancée par la philosophie, qui va spéculer des connaissances seulement via nos capacités cognitives, lorsque nous n'aurons pas encore les outils adéquats. Ces outils lui seront alors fournis par l'industrie qui va s'appuyer sur les informations existantes pour les créer. Quel sera le rôle de l'information? Offrir les connaissances nécessaires à la technique qui va ordonner les ressources matérielles. L'information donne naissance à la physique. L'information qui donne naissance à la physique? Cela ne vous semble pas familier? Comme je l'ai expliqué dans plusieurs articles maintenant, l'essence de la techné, telle que les Grecs la comprenaient, et telle qu'Heidegger l'a pensée en s'appuyant sur leur philosophie, est le dévoilement de l'être. Or, l'être peut tout simplement être perçu comme l'information. Donc la techné va faire venir dans l'apparence un élément matériel qui existait au préalable en tant qu'information.
la techné chez les Grecs recouvre aussi bien ce qu'on nomme aujourd'hui l'artisanat que l'art. Tout savoir-faire pour eux est un art qui relève de la techné. On comprend ainsi que cela dépasse l'homme agissant. Par exemple, l'organogenèse relève de la même essence. Elle part d'informations génétiques pour constituer un organisme cohérent. Du point de vue de la société humaine, la technique est donc la transformation d'informations en des produits et services. De Vinci peut imaginer un objet volant, mais il ne peut ni imaginer, ni créer un hélicoptère car il lui manque les informations adéquates. Elle reposera donc en premier lieu sur la science, pour lui fournir des informations, et naturellement sur l'industrie et l'économie, pour transformer ces informations en produits et services physiques. Quel sera alors le rôle de ces produits et services physiques? L'augmentation de la puissance, donc de l'intelligence. Considération inactuelle sur la tripartition. Le but est alors de générer un cercle vertueux. Le politico-culturel doit assurer les conditions environnementales favorisant la création et la transmission de connaissances, via la science et l'éducation, qui sont au service du technocapital et de l'art qui doivent, en retour, permettre d'augmenter la puissance du politico-culturel. Si on y parvient, la civilisation connaît une phase ascendante. Si on échoue, elle décline. Un changement positif dans cette chaîne peut favoriser une dynamique de changement positif sur le reste de la chaîne et, au contraire, un changement négatif peut entraîner une réaction en chaîne de changement négatif sur le reste de la chaîne. Chaque séquence est constituée de couples formant des boucles positives et négatives. Le politique cherchant la puissance est une boucle positive tempérée par les mœurs, la philosophie une boucle positive qui verra ses idées validées ou infirmées par la science et exploitées par l'éducation et la technique servira aussi bien l'art qui est non utilitariste que l'industrie qui transformera ses pulsions artistiques en design afin d'en faire une production tournée vers un but utile. Chaque individu est un maillon de cette chaîne, un asset qui a la responsabilité d'assumer son rôle le mieux possible. Si chacun comprend l'importance de son rôle et le joue pleinement, une dynamique positive s'enclenche. L'effet Flynn, observé jusqu'à la fin des années 90 en Occident, était un signal positif d'une dynamique fonctionnelle. En revanche, la chute récente de 4 points de QI, en 10 ans, en France, devrait nous inquiéter au plus haut point, car il semble que nous soyons entrés à l'heure actuelle dans un cercle vicieux. Si on observe un déclin, on peut alors questionner où sont les problèmes et tenter de les corriger. Ce que Yarvin a bien identifié, en la nommant la cathédrale, est cette coalition entre les universités et les médias, chargés de la production et de la transmission de l'information. Il semble cependant dire que tout fout le camp depuis la déclaration d'indépendance des États-Unis, et je ne crois pas que ce soit le cas. Mais il est vrai qu'aujourd'hui les gauchistes, en s'immisçant au sein des universités et des médias, ont peu à peu généré des informations qui ont infusé dans la société en gangrénant la boucle. L'industrie du cinéma est rapidement devenue une courroie de transmission de cette information et l'a délivrée à l'échelle mondiale, pourrissant ainsi la culture occidentale. Laissez tourner cette boucle quelques décennies et vous obtiendrez des pays de plus en plus dysfonctionnels. L'échec de tous les hommes politiques de droite, ces dernières décennies, Trump y compris, est d'avoir négligé l'importance de la création d'informations, une fois au pouvoir, en se concentrant sur les domaines de l'économie et de l'industrie. Qu'a fait Sarkozy sur ce point? Seul Bolsonaro, qui a bien d'autres tares, a dit d'emblée qu'il réorienterait les fonds alloués à la sociologie et la philosophie et à d'autres domaines. Reprendre les rênes du politique doit avoir pour but d'enclencher une dynamique ascendante. Cela commence par générer de meilleurs observateurs participants. C'est pourquoi la question de l'immigration est la plus cruciale de toutes car rien n'indique que le changement démographique que l'on observe à l'heure actuelle conduise vers une amélioration qualitative de ces observateurs participants. Ensuite, le politique devra favoriser la création et la transmission d'une meilleure information. Donner le bac à 95% des élèves et les pousser à faire des bacs plus 5 dans des filières farfelues est contre-productif. Empêcher la production d'informations dans les universités est une hérésie. Subventionner des médias que personne ne lirait autrement, aussi. On arrête tout ça. Sans subvention, seuls les domaines favorisant notre puissance et les individus qualifiés subsisteront. De cette excellence naîtront les talents de demain qui serviront le technocapital. Ce dernier aura pour but d'augmenter notre puissance et fera place à une culture de l'excellence qui favorisera l'essor d'une élite qui n'existe peut-être même pas aujourd'hui mais qui naîtra de ce processus. En attribuant une figure tutélaire à chaque séquence, on retrouvera notre trinité. Dionysos est l'information qui donne naissance à la physique, Apollon est la physique qui donne naissance à l'observateur participant et Prométhée est l'observateur participant qui construit l'information. En dernière analyse, ces trois séquences représentent différentes fonctions, gouverner, élever, produire ou, en d'autres termes, les domaines guerriers, religieux et économiques. J'ai choisi d'appeler cela le système tripartite. Oh. Wait.
cet audio vous a plu, abonnez-vous à notre chaîne afin de recevoir tout notre contenu et soutenez-nous sur Tipeee, le lien est dans la description.